On peut commencer. Donc, il y a des gens qui demandent d'être acceptés. Oui, monsieur. Oui, mon très bien. On commence. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur la coloration. C'était une idée très importante. Donc, on a dit c'est quoi une coloration. Donc, on veut, dans un graphe, les sommets qui sont adjacents ne portent pas la même coloration. Comme vous voyez ici, donc j'ai un graphe de 5 sommets. Donc, à gauche, j'ai utilisé 5 couleurs différentes. Sur le même graphe, celui qui est au milieu, donc j'ai utilisé 3 colorations. Donc, j'ai utilisé 3 couleurs. Et sur le dernier graphe, qui est le même graphe, donc j'ai utilisé 2. Donc, vous pouvez déjà avoir une idée. Les couleurs, c'est des ressources. Donc, c'est-à-dire, je veux, je ne sais pas, quelque chose, et je ne veux pas utiliser toutes mes ressources. Je vais utiliser ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut. Donc, le minimum que je peux, je veux. OK? Donc, ça, on l'a vu la dernière fois. Donc, après, donc on a dit les problèmes de coloration peuvent être des allocations de ressources, planification d'examens, stockage de produits chimiques, etc., etc. Donc, les couleurs peuvent être des tranches d'horaire, les cages de zoo auxquelles on ne peut pas mettre, par exemple, deux ou plusieurs animaux ensemble, les salles de classe, etc. Toute la difficulté, ce qu'on a dit ce matin-là avec groupe 3 ou groupe 4, il y a quelqu'un on a parlé ensemble sur la modélisation. Donc, j'ai dit toute la difficulté des fois, c'est comment passer d'un problème réel à la modélisation par un graphe et après la modélisation et connaître comment on colore. Donc, avant de commencer le concept de coloration, donc on a donné quelques définitions. C'est le nombre chromatique. C'était quoi? C'était le nombre minimum de couleurs utilisées dans un graphe. On l'a représenté par xi, ce symbole X allongé. Donc, ce graphe-là, le critique de ce graphe-là, c'est 2 parce on peut utiliser 2 couleurs pour colorier tous les sommets et avoir la contrainte, c'est que 2 sommets adjacents n'ont pas la même couleur. Donc, on a parlé aussi une clique. C'est quoi une clique? Une clique, c'est un sous-graphe complet. Et lors de la plus grande clique, on l'a noté par oméga. Donc, c'est quoi une clique? C'est un sous-graphe complet. Graphe complet, on le connaît. Sous-graphe, on le connaît. Maintenant, sous-graphe complet. Donc, exemple de ce graphe-là, on peut avoir une clique ABC. Donc, A, B, C, c'est un sous-graphe complet. Parce que les 3 sommets sont liés entre eux, etc. C2, C3. On a une clique C6 qui est A, B, C et F. Donc, ce sous-graphe-là, il est complet. Donc, oméga K, oméga G plutôt, est égal à 4. Donc, l'ordre de la plus grande clique G est noté par oméga G. On a la propriété suivante, le nombre chromatique est entre oméga K, c'est la plus grande, c'est l'ordre de la plus grande clique, et il est inférieur ou égal à delta G
plus 1 qui est bien sûr inférieur à 1. Donc, on a vu la preuve, c'est pas la peine de revenir dessus. Ça, on l'a vu aussi. On a défini après le stable. C'est quoi stable? Donc, soit G, X, E, un graphe, un sous-ensemble S de X est instable s'il ne comprend que des sommets non adjacents 2 à 2. Le cardinal du plus grand stable est le nombre de stabilité de G. C'est quoi? Donc, un stable, c'est un sous-graphe auquel, lorsque je prends deux sommets quelconques, il n'y a pas de relation entre ces deux sommets-là. Le cardinal du plus grand stable sera noté par alpha de G. Remarque, les sommets d'un même stable peuvent tous être coloriés de la même couleur. La coloration en cas couleur revient donc à trouver une partition de l'ensemble de sommets en cas stable. Donc, ce qu'on veut, lorsqu'on a parlé des graphes bipartis, donc on a dit que un graphe biparti il utilise deux couleurs. Donc, c'est ça ce qu'on veut dans la coloration. Alors, il faut chercher les sous-graphes qui sont disjoints, qui n'ont pas de relation, 2 à 2, et lorsqu'on les connaît, donc on sait très bien puisqu'ils sont disjoints, donc on sait très bien qu'on peut utiliser une seule couleur pour ces ensembles-là. On a donné un exemple ici pour ce graphe-là. Dans le graphe ci-dessous, B et C sont disjoints. Regardez, il n'y a pas de relation entre eux. On a aussi A, D, E. A, si je prends A avec E, il n'y a pas de relation. A avec D, il n'y a pas de relation. E avec D, il n'y a pas de relation. Et dans l'autre, C et B, il n'y a pas de relation. Donc, c'est des stables. Donc, pour le premier stable, on peut utiliser une couleur. Pour le deuxième stable, on peut utiliser une deuxième couleur et c'est bon. Donc, le cardinal du plus grand stable est le nombre de stabilité de G. Donc, alpha G est égal à 3. Donc, puisque donc, au maximum, on peut trouver que, c'est-à-dire on peut déjà utiliser 3 couleurs au maximum. Très bien, on a la propriété suivante. Le nombre chromatique, il est supérieur ou égal à la partie entière des sommets sur le alpha G et il est inférieur ou égal à le plus grand degré plus 1. On a donné une petite preuve ici. Donc, on va les utiliser. Donc, la même chose, on a la propriété suivante. Le nombre chromatique plus alpha G est inférieur ou égal à 1. On a la preuve. Allez, maintenant, on passe maintenant comment colorier. Donc, la dernière fois, on a vu, souvenez-vous, on a vu l'algorithme de Welch et Powell. Aujourd'hui, on va voir, j'ai passé ce slide-là la dernière fois. On va revenir dessus maintenant. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Bon, je vais voir, parce que je n'ai pas eu de notification. Oui, il y a des gens qui sont... Ok, allez, on va voir ce graphe, cet algorithme-là qui est très très simple. Et on va revenir sur l'autre algorithme qu'on a vu la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet algorithme-là? Qu'est-ce qu'il dit cet algorithme-là? On commence par une couleur. Donc, les couleurs sont codifiées 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, par exemple, le rouge c'est 1, le jaune c'est 2, etc. Donc, couleur courante, qui est CC, couleur courante, je vais lui affecter 1. C'est ça ce que je n'aime pas à distance. C'est un couleur chez Habidi. Donc, je vais terminer. J'accepte plus. Sinon, je n'avance pas. On va faire 2 slides en une demi-heure. Donc, couleur courante, je vais l'affecter 1. Donc, pour tous les sommets de G, qu'est-ce qu'on va faire? On a l'ensemble B qui est la liste des voisins de X. D'un sommet donné. On va chercher la couleur, la plus petite couleur non encore utilisée dans V. Si la couleur Hadia, elle est inférieure ou égale à la couleur courante, alors on va colorier X avec cette couleur.
Sinon, c'est-à-dire elle est supérieure à la couleur courante, on va incrémenter CC et on va colorier X avec cette nouvelle couleur. On va utiliser ça sur cet exemple-là. Donc, on a codifié le rouge par le 1, le vert par le 2, le 3, c'est le bleu, le 4, c'est le jaune. Jaune, allez, je vais te faire. Jaune. Etc. On peut rajouter d'autres couleurs, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai pris au hasard 4. Peut-être ça va me suffire pour colorier. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, l'algorithme? L'algorithme nous dit que couleur courante est égale à 1. C'est-à-dire, on est sur le rouge. On prend un sommet quelconque. On commence sur n'importe quel sommet. J'ai choisi le A. J'aurais pu utiliser le E, le D, comme je veux. Il faut sélectionner un sommet au hasard. Donc, j'ai choisi 1 et j'ai colorié ce sommet par le 1. Donc, l'algorithme dit qu'il faut chercher maintenant les voisins de V, de A. Les voisins de A, c'est quoi? C'est le B, c'est le D et c'est le F. On nous dit que la couleur, on cherche une nouvelle couleur. Couleur, c'est la plus petite couleur non encore utilisée dans V. Il n'y a pas de couleur, donc on va choisir une autre couleur, bien sûr qu'elle n'est pas le rouge. Donc les couleurs des voisins, il n'y a aucune couleur, mais je ne peux pas utiliser le rouge, c'est normal, parce que le coloriage, la coloration dit que deux sommets adjacents ne portent pas le même sommet. Donc on va chercher une autre couleur qui est le vert et on va mettre le B, par exemple, le premier voisin, par la couleur verte. C'est bon? On va choisir maintenant un deuxième, on va prendre le B. Le B, c'est quoi ses voisins? Il a le A, c'est bon, et il a le C. Le A, il est déjà colorié, et le C n'est pas colorié. Donc, les voisins de B, c'est A et C. Donc, on va chercher la plus petite couleur dans cet ensemble-là, qui est A et C. C'est quoi la plus petite couleur? C'est A. C'est le rouge plutôt. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le rouge? Dites-moi. Si la couleur courante, on est en train d'appliquer l'algorithme. L'algorithme dit c'est si la couleur elle est inférieure à la couleur courante, qui est verte, la couleur courante c'est verte maintenant, alors colorier X avec cette couleur. Donc on peut utiliser la couleur rouge. On va prendre le C. Ses voisins c'est quoi? C'est le B qui est déjà colorié et le H et le D. Quelle est la plus petite couleur utilisée dans ses voisins? C'est le B. Et lui-même, c'est rouge. Donc, on ne peut pas utiliser déjà le rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir une autre couleur. Donc, le 1, c'est pas possible parce que le C, c'est rouge. Le vert, c'est pas possible parce qu'il est adjacent. Donc, on n'a pas le choix. Il faut choisir une troisième couleur. On passe au D. Le D, ses voisins, c'est quoi? C'est F, B, C et E. Le F et E ne sont pas coloriés. B et C sont coloriés avec deux couleurs différentes. Donc, quelle est la plus petite couleur utilisée dans les voisins de D? Donc, le rouge, on a le vert, et lui, c'est en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut utiliser le rouge. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Oui, monsieur. Je suis. Donc, oui, monsieur. Le D, il a le B, le C, le E, le F. Le X tana. Couleur, la plus petite couleur utilisée dans les voisins. C'est le rouge. Est-ce que je peux utiliser cette couleur sur l'un des voisins? Oui, il n'y a aucun problème. Donc, je vais l'utiliser. Parce qu'on dit si la couleur elle est inférieure à la couleur courante, oui, inférieure à D, donc je peux utiliser colorier X avec cette couleur-là. Ok, on va vers le E.
Le E, il a quoi comme voisin? Il a le D et là le F. Donc, c'est ça ses voisins. Donc, quelle est la couleur la plus petite? Donc, je ne peux C'est pas le utiliser blanc. le rouge. Ah oui, je ne peux pas utiliser le rouge. Je vais la deuxième couleur, verte. Est-ce que la verte elle est inférieure à la couleur courante? Oui, donc je peux utiliser le vert. Je reste sur le sommet F. Ses voisins, c'est quoi? C'est A, E et G. Quelle est la couleur, la plus petite couleur utilisée? Donc, je ne peux pas utiliser le vert parce que c'est l'élément courant. Donc, je peux utiliser le rouge, il n'y a aucun problème. Il nous reste deux couleurs, deux sommets plutôt. On va vers le H. Le H, c'est les voisins, c'est C et I. Quelle est la couleur, la plus petite couleur que je peux utiliser dans ces voisins? Donc, je ne peux pas utiliser le rouge, donc je vais utiliser le vert. On va sur l'avant-dernier, donc, ou le dernier plutôt. L'avant-dernier, le H. Voilà. Le H, ses voisins, c'est quoi? Non, on va utiliser le rouge. Le H, c'est quoi? Le H, ses voisins, c'est le C et le I. Quelle est la plus petite couleur utilisée dans les voisins? C'est C. Donc, est-ce que C, c'est inférieur à la couleur courante H? Oui, donc je peux l'utiliser et c'est bon. Donc là, on a utilisé trois couleurs, rouge, vert et bleu. Donc, on peut partitionner le graphe initial sur trois composantes. Donc, les verts, on peut les mettre à part, les rouges à part et les bleus à part. OK? Donc, les problèmes avec les algorithmes de coloration, c'est que ces algorithmes ne donnent pas forcément le nombre chromatique, c'est-à-dire le minimal. Donc, des fois, ils donnent une bonne coloration, donc c'est-à-dire la contrainte que deux sommets adjacents n'ont pas la même couleur. Ça, c'est sûr, il assure ça. Par contre, est-ce qu'il donne la meilleure coloration, c'est-à-dire il utilise le minimum de couleurs? Ah, ça, il n'assure. Il n'y a aucun algorithme qui assure ça. Un autre algorithme qu'on a déjà vu la dernière fois, on va passer rapidement dessus. Donc, on l'a utilisé la dernière fois. Donc, comment il fait? Donc, il va ordonner les sommets suivant leur degré. Donc, on va commencer par le degré le plus grand vers le degré le moins élevé. Donc, par exemple, le B, il a 4 sommets, 4 arêtes, 4 nœuds adjacents. Le C, la même chose. Le E, le D et le F, ils sont de cardinalité 2, c'est-à-dire 2 degrés. Et le G, le H, G, le A, ils ont de degré 1. Donc, on va commencer par les ordonnées. Donc, B, C, D, E, F, A, G. Donc, lorsqu'on a deux sommets qui portent le même degré, on peut commencer avec l'un ou avec l'autre. J'ai commencé avec le B, j'aurais pu utiliser le C. La même chose pour D, E, F. J'ai mis le D le premier, j'aurais pu utiliser le E le premier ou le F. La même chose pour A et G, ils ont le même degré. Je peux utiliser le A le premier, après le G et inversement. Donc, on va choisir des couleurs. On va prendre une couleur, par exemple rouge. On va commencer par colorer le plus grand degré qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, le plus grand, le sommet qui a le plus de sommets adjacents, des voisins, si vous voulez, c'est le B. Donc, on va colorier par le rouge. C'est bon? On passe maintenant au suivant. Le C, est-ce qu'on peut utiliser la même couleur pour le C? Donc, puisque le C, c'est adjacent, donc on ne touche pas. On bat une dozo, après on passe au D. Est-ce que le D, on peut utiliser la même couleur? Est-ce que le D, c'est un adjacent? C'est un nœud adjacent? Non, le D n'est pas adjacent. Donc, on peut utiliser la même couleur. On passe au E, au sommet E. Est-ce que le E, on peut utiliser la couleur rouge? Non, parce que le D, il est déjà en rouge. Donc, c'est pas bon. Le F, est-ce qu'on peut utiliser la couleur rouge pour le F? Non, parce que le B, il est déjà colorié en E, avec le rouge. Le A, est-ce qu'on peut utiliser la même couleur? Non. Et la même chose pour le G, parce qu'ils sont les voisins de B. C'est bon, on a terminé avec la première couleur. On prend maintenant une deuxième couleur, par exemple le vert.
Et on va, bien sûr, noter qu'on ne va pas toucher au B, on ne va pas toucher au D parce qu'ils sont déjà coloriés. On passe au premier sommet qui n'est pas encore colorié. Donc, on va prendre le C. C, on va le mettre avec la couleur verte. C'est bon. On va faire la même chose. Est-ce qu'on peut utiliser la couleur verte avec le E? Non, ce n'est pas possible parce que le E, c'est adjacent à C. On va voir le F. Est-ce qu'on peut utiliser la couleur verte avec le F? Non, ce n'est pas possible parce que C est adjacent à F. Le A. Est-ce qu'on peut utiliser la couleur verte pour le A? Oui, le A n'est pas adjacent à C, donc on peut utiliser la couleur verte. On va voir le G. Est-ce qu'on peut utiliser la couleur verte pour le G? Oui, G n'a pas de voisin avec la même couleur verte, donc on peut utiliser pour le sommet G la couleur verte. C'est bon, on va terminer avec... Monsieur, oui. s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent entrer. Et ça c'est... Donc, on a utilisé deux couleurs jusqu'à présent pour colorier 2, 4 et 5 sommets. On va prendre maintenant, c'est bon, on est bloqué. On va prendre une troisième couleur, par exemple bleu. OK, donc on va noter bien sûr les sommets qui sont déjà coloriés, à savoir B, C, D, A et G. Allez, on va commencer par le E, le plus grand degré, le sommet qui a le plus de degrés qui n'est pas encore colorié, c'est le E. On va prendre la couleur bleue et on va colorier le sommet E. On va faire la même chose. Est-ce qu'on peut utiliser la couleur bleue pour le F? Oui, F n'est pas adjacent à E, donc on peut utiliser la couleur F, plutôt la couleur bleue pour le F. Donc on a terminé, on a une coloration en utilisant cet algorithme de Powell et Wash. Donc les contraintes que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur, elle est vérifiée pour ce graphe-là. OK. On passe à autre chose. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. J'ai refait les choses maintenant. Donc on passe maintenant... Donc les algorithmes, donc je reviens à la même chose. Cet algorithme, il colorie les sommets. Par contre, il n'assure pas qu'on utilise le moins de couleurs possibles pour colorier le graphe. Donc c'est le même problème avec l'algorithme précédent. Allez, pour terminer, on va voir une application, les couleurs, mais ça sera mieux de comprendre comment ça marche dans la réalité. Donc, on a ce problème-là dans une société. Le PDG, par exemple, le responsable d'une équipe, par exemple, il a Leïla, Ali, Sami, Houdas, Rami et Sana comme personnes qui travaillent dans une équipe. Et le responsable veut faire des formations à ces personnes-là. Donc, il demande à chacun qu'est-ce qu'il veut faire comme formation. Donc, il demande à Ali. Donc, Ali dit que moi, je veux faire une formation sur le réseau, une formation sur l'IA, l'intelligence artificielle, et une formation sur le Java. C'est bon, 3 formations. Leïla, elle demande de faire une formation sur l'IA. Sami, il veut faire une formation sur le réseau et sur Java. Houda, elle veut faire une formation sur Java et base de données. Rami veut faire base de données et anglais. Et finalement, Sana, elle veut faire une formation sur Java et anglais. Donc, bien sûr, avant ça, donc, on suppose que chaque formation dure 5 jours. Et le but, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut organiser ces formations en moins de temps. Donc, la solution la plus banale, donc on va organiser ces formations l'une après l'autre. Donc, on va faire la formation réseau qui va durer 5 jours pour, par exemple, Ali,
et Samy. C'est bon. 5 jours après, on va prendre la formation IA. La formation IA, donc on va consommer 5 jours aussi. Puis, donc IA, ça concerne Leïla et Ali. Les 5 jours après, on va faire la formation Java qui concerne toujours Ali, Houda et Samy. Les 5 jours après, c'est la base de données qui concerne Houda et Rami. Et les derniers 5 jours, on va faire la formation anglais qui concerne Rami et Sana. Donc ça, c'est la première solution qui est la plus banale. On a une deuxième solution qui est, on suppose qu'on a suffisamment de salles et suffisamment d'enseignants. Donc, on a plein d'enseignants sur les réseaux, plein d'enseignants sur IA, plein d'enseignants sur les Java, plein d'enseignants sur base de données et plein d'enseignants sur l'anglais. Et on n'a pas de problème de salle comme on a ça à l'ISTHB. Donc, on va faire 5 jours, on va faire le tout. Par contre, on aura un problème. Si on va faire 5 jours pour tout le monde, on va voir que Ali, il va suivre dans les 5 jours, il va suivre en même temps réseau, IA et Java. Alors, Samy, elle va suivre en même temps. C'est-à-dire, on peut avoir le même jour réseau et Java. Houda, elle va faire Java et base de données. Donc, c'est comme si on veut couper une personne sur 2, ou là sur 3, ou là sur 4, etc. pour faire en même temps ça et ça. Donc, on est bloqué sur cette solution. Donc, c'est pas possible. Donc, on va avoir maintenant une solution intermédiaire entre la première, qui est prendre formation après formation, et la deuxième qui va prendre le tout en même temps. Donc, la solution optimale est entre les deux solutions précédentes, passées par les graphes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va prendre les formations, une à une. Réseau, IA, Java, base de données et anglais. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, que Ali, lorsqu'il va faire réseau, il ne pourra pas faire IA en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Lorsqu'il va faire IA, il ne pourra pas faire Java ni réseau. Donc, on a une contrainte d'incompatibilité entre ces 3 formations. Donc, on va mettre entre réseau et IA une contrainte d'incompatibilité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire réseau et IA en même temps. La même chose. Donc, IA et Java, par exemple. Donc, si, par exemple, Ali, il va faire IA, il ne pourra pas faire en même temps Java. Donc, on va rajouter une contrainte d'incompatibilité entre IA et Java. La dernière, donc, Ali ne pourra pas faire réseau et Java en même temps. Donc, on aura une contrainte d'incompatibilité, c'est-à-dire que Ali ne pourra pas faire ces 2 formations en même temps. Donc, on va concrétiser ça par une arête qui modélise l'incompatibilité de faire réseau et Java. Donc, c'est bon. Très bien. On va passer maintenant à Leïla. Leïla, elle a une seule information. Donc, on n'a pas de problème avec Leïla. Leïla, on la mettra le premier jour, le dernier jour, le 5e jour, peu importe, puisqu'elle a une seule formation. On passe à Samy, on va faire la même chose, ce qui est en jaune. Donc, on voit bien que Samy ne pourra pas faire réseau et Java en même temps. Donc, on va modéliser cette incompatibilité par une arête entre réseau et Java. On l'a déjà, réseau Java, parce qu'Ali ne pourra pas faire réseau Java en même temps. Donc, très bien. On passe à Houda. Houda ne pourra pas faire Java et base de données en même temps. Donc, cette incompatibilité, on va la concrétiser, la modéliser par une arête entre Java et base de données, donc qui est dessinée comme ça. Donc, cette arête-là dit que
il y a une incompatibilité entre base de données et Java. On passe à Rami. Rami ne pourra pas faire base de données et onglet en même temps. Donc, il y en a une incompatibilité entre ces deux formations. Donc, on va modéliser cette incompatibilité par une arête qui va de la base de données vers onglet. Et finalement, pour Sena, elle ne pourra pas faire Java et onglet en même temps. Donc, on va modéliser cette incompatibilité par une arête qui va dire que ces deux formations sont incompatibles. Ils ne pourront pas être faites en même temps. Donc, ça sera dessiné comme ça. Très bien. Donc, on a modélisé les formations, les incompatibilités. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut maintenant un algorithme de coloration. Donc, on va utiliser l'un ou l'autre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va nous donner, par exemple, ça. Donc, on a onglet et IA qui ont la même couleur. Donc, on pourra faire la formation onglet et la formation IA en même temps. Donc, on va prendre une semaine, parce que chaque formation dure une semaine. Donc, dans la même semaine, on peut faire IA et onglet. Qui est concerné par IA? Donc, on a IA Ali et Leïla. En même temps, on peut faire onglet et cette formation est concernée par Rami et Sena. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, en même temps, dans les 5 jours, on peut faire 2 formations. On passe maintenant, l'algorithme de coloration de Welsh ou de l'autre nous a donné réseau et base de données, ils ont la même couleur. Donc, on peut faire ces 2 formations en même temps. 5 jours pour ces 2 formations. Ces 2 formations concernent qui? Ça concerne Ali. Donc, Ali, lorsqu'il termine la première semaine, il passe à la deuxième semaine pour faire réseau. Dans la première semaine, il est concerné par IA. Dès qu'il termine ces 5 jours, il passe maintenant au deuxième 5 jours pour la deuxième formation, pour qu'il fasse réseau. En même temps, on a dit on peut faire base de données qui est concernée par Houda et Rami. Donc, Rami, les 5 premiers jours, il faisait une formation sur onglet. Dès qu'il termine, il pourra faire réseau, base de données. La dernière couleur, ça concerne bien sûr, vous avez compris, Java. Donc, la 3e semaine, on peut faire Java qui concerne Ali, Houda et Sena. Donc, vous voyez bien que on est passé par un problème. Ce problème-là, on l'a modélisé par un graphe. Les sommets, ça concerne les formations. Les arêtes, ça concerne l'incompatibilité de ces formations. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ces formations en même temps. C'est bon, on a modélisé ça. On a utilisé maintenant l'algorithme de coloration qu'on a vu tout à l'heure, Powell ou le premier. Il nous a donné une coloration. Cette coloration maintenant nous dit que on a on peut faire 2 formations en même temps, onglet et IA. Après, on peut faire base de données réseau. Et après, on peut faire Java. Ou bien inversement, ça c'est un ordre qu'on peut changer. On peut commencer par Java, puis la deuxième semaine IA et onglet, et la 3e semaine réseau et base de données. Donc, on a trouvé une solution. Donc, on peut faire toute cette formation-là en 3 semaines qui concerne tout le monde. Donc, ce qu'on a vu, Hadaya, c'est ce graphe-là, on peut le modéliser comme ça. Donc, on a 3 composantes, 3 grandes composantes, onglet IA, réseau et base de données, et Java. OK? Et j'ai terminé ce chapitre-là. Est-ce que vous avez des questions? بس في الجافا ماشي خص سامي كاين كات يمكن نسيت واحد وين؟ في الجافا Oui. Java, Sami, Java, oui, j'ai oublié, donc il faut le mettre, ouais, t'as raison. Virgule, Sami. Donc vous voyez là un exemple concret, ça
c'est-à-dire pourquoi on utilise la coloration. Donc, pour ce genre, par exemple, de problèmes, on va voir aussi dans les séances de TD, lorsqu'on veut faire, par exemple, un tournoi, ou bien un emploi du temps, ou bien des jeux, des fois, de devinettes, comment, par exemple, la devinette la plus concrète que tout le monde connaît, on veut faire passer une rivière, on a un anneau, des artichauts et je ne sais pas quoi la troisième. Comment faire de telle sorte que de ramener de ramener tout le monde vers l'autre côté de la rivière, sachant qu'il y a une incompatibilité, c'est-à-dire la personne qui va transporter les trois articles de mât, il y a une incompatibilité, c'est-à-dire on ne peut pas laisser l'anneau avec les artichauts, on ne peut pas laisser l'anneau avec le loup. Donc, c'est un problème on peut le résoudre avec ce genre de graphe. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, la deuxième dernière. C'est la dernière. Très bien, donc si vous n'avez pas de questions, donc on commence maintenant un nouveau chapitre qui est important aussi. C'est bon, je ferme ces slides-là. Donc je ferme, oui, très bien. Donc, c'est bon. Allez, on passe au deuxième chapitre qui est cheminement dans les graphes. Donc, le problème de cheminement, c'est que on l'utilise dans la vie courante, c'est-à-dire on veut passer d'un point à un autre et on se dit je vais passer par quel chemin? Que je vais prendre la première station, c'est-à-dire on va passer par la wilaya par exemple de Tizi, après je passe par Sétif pour retrouver, je ne sais pas, Ouegla. Ou bien non, je vais prendre par exemple, je pars d'Alger par exemple, je passe, je ne sais pas, Bouira pour arriver à la même chose à Ouegla, et inversement. Là, on n'est pas en train de parler de distance, donc vous allez voir, le problème de distance, on va le voir dans un autre chapitre. Quelle est la distance la plus petite pour arriver d'un point à un autre? Là, on est en train de parler, c'est-à-dire on passe par combien de stations, si vous voulez. Ok? Donc, on va donner quelques définitions qu'on aura besoin. Donc, on va voir c'est quoi un chemin, chaîne, cycle et circuit. Définition dans un graphe orienté, GXU. Un chemin est une suite de sommets, W, U, X0, X0 c'est U, X1, X2, jusqu'à XK, qui est égal à Z. Tel qu'il existe un arc entre chaque couple de sommets successifs. Donc, chaque deux sommets, on a un arc qui relie ce sommet-là à celui qui est juste à côté de lui, c'est-à-dire son voisin, tel que K supérieur égal à 0 et XI et XI plus 1 sont adjacents, pour I allant de 0 jusqu'à K moins 1. Le nombre d'arcs d'un chemin W est appelé la longueur. Donc, lorsqu'on compte le nombre d'arcs allant du premier sommet vers le dernier sommet, le nombre d'arcs, c'est la longueur de ce chemin-là. On a les cas triviales, les cas de base. Un chemin de longueur 0 est trivial, c'est-à-dire on est sur un sommet, la longueur d'un sommet est égale à 0. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas de notre station. On a la notion maintenant de chemin élémentaire. Un chemin est dit élémentaire si les sommets qu'il contient sont tous distincts. On peut avoir un chemin auquel les stations, on peut passer par cette station plusieurs fois pour arriver à une autre destination. Donc, on va voir juste un exemple juste après. Si tous les sommets sont distincts, on parle de chemin élémentaire. On va voir aussi cette définition. Dans un graphe orienté, un chemin U
x0, x1 jusqu'à xk qui est vrai, forme un circuit si U est égal à V. C'est-à-dire si le premier sommet est égal au dernier sommet, donc c'est-à-dire on a fermé la boucle. Donc on est passé, par exemple, d'Alger vers Tizi, vers Sétif, vers Guelma, et je ne sais pas, on a fait le tour, et après on est revenu sur Alger. Donc on va parler de circuit. Si le chemin comporte au moins un arc, K supérieur égal à 1, donc on a la contrainte suivante. Pourquoi? Parce qu'une boucle est un circuit de longueur 1. Lorsqu'on a un sommet, on a une boucle dessus, on va dire que c'est la longueur est égale à 1. La même chose, comme on l'a vu tout à l'heure, un chemin et un chemin élémentaire. Donc un chemin, c'est un ensemble de sommets consécutifs. Un chemin élémentaire, les sommets sont distincts. On a cette notion de circuit élémentaire lorsqu'on parle de circuit. Donc un circuit élémentaire, si en plus les sommets sont tous distincts. Donc on peut avoir un circuit fermé, qui est un circuit, mais les sommets ne sont pas, il n'y a pas de duplication sur ces sommets-là. Ok? Donc pas de sommet élémentaire. Existence d'un circuit. Comment on sait qu'il y a un circuit ou non? Il n'y a pas. Si G est un graphe vérifiant que le petit delta de G pour G allant, tous les petits delta, c'est-à-dire le degré de chaque nœud de G est supérieur à égal à K et K supérieur à 1, la même chose pour les degrés inférieurs, supérieurs à 1, alors on dit que G contient un circuit. Si 2 plus G est un simple, donc il n'y a pas d'arête parallèle, etc. Alors, G admet ainsi un circuit élémentaire de longueur supérieure ou égale à K plus 1. Et un chemin élémentaire aussi de longueur supérieure ou égale à K. Allez, on va voir un exemple. Donc, on considère ce chemin, ce graphe orienté, A, B, C, D, E. Donc, un chemin, on a un ensemble de sommets consécutifs, reliés par des arcs. Donc, on voit bien qu'on a le chemin suivant A, B, E, D, A, B, E, D. Donc, on passe de A vers B, B vers E vers D, D vers A vers B, B vers E, et on s'arrête sur D. Donc, ça, c'est un chemin. Donc, vous voyez bien qu'on est passé par A 2 fois, on est passé par B 2 fois, on est passé par E 2 fois, on est passé par D 2 fois. Donc, c'est un chemin de longueur 7. Donc, on compte les arêtes qui relient chaque sommet. Donc, on a une arête entre A et B, une deuxième entre B et E, une troisième entre D, E, D, etc. Donc, on trouvera 7. Maintenant, chemin élémentaire. On a dit un chemin élémentaire, c'est un chemin, mais on n'a pas, les sommets ne sont pas dupliqués à l'intérieur. Donc, si je pars de A vers D, vers B, vers E. Donc, ça, c'est un chemin élémentaire. Pourquoi c'est un chemin élémentaire? Parce qu'on n'a pas le A en double, on n'a pas le D en double, on n'a pas le B en double, on n'a pas le E en double. C'est la différence entre un chemin et un chemin élémentaire. Donc, chemin élémentaire, ce chemin-là est de longueur 3 parce qu'on a un arc entre A et B, un deuxième arc entre DB et un troisième arc entre BE. Donc, un chemin non élémentaire. On va prendre un chemin non élémentaire. Donc, je pars de C, je vais vers le F, je fais une boucle, une deuxième fois, la boucle a dit je la prends une deuxième fois, et je la prends une troisième fois et je m'arrête. Donc, on a un chemin non élémentaire. D'ailleurs, même le premier, c'est un chemin non élémentaire aussi. OK? De longueur 3, la même chose, parce que j'ai pris CF, on va dire, F, c'est un chemin de longueur 1, F, c'est un chemin 1. Maintenant, circuit. On a dit un circuit, c'est quoi? C'est un chemin fermé, c'est-à-dire, point de départ, c'est égal au point d'arrivée. Donc, le circuit, vous voyez A, B, E, D, A. Donc, je pars de A vers B, vers E, vers D, et je reviens sur A. Donc, on a un circuit élémentaire. A, D, A, B, E, D, A, de longueur 4.
on va voir un circuit non élémentaire. Donc, c'est toujours un circuit, c'est-à-dire le point de départ est égal au point d'arrivée. A, je pars de A, je vais vers B, je vais vers E, je reviens sur D, je reviens sur B, après sur le E, sur le D, et je termine sur le A. Donc, c'est un circuit, parce que le point de départ c'est égal au point d'arrivée, mais il n'est pas élémentaire. Pourquoi? Parce que on a, bien sûr, la remarque, c'est que dans un circuit élémentaire, on ne compte pas le point de départ et le point d'arrivée. Sinon, on n'a pas la notion de circuit. On va compter, on va vérifier les autres nœuds, les autres sommets. Donc, on voit bien que le B, on a pris B 2 fois. On a pris E 2 fois et on a pris D 2 fois. Donc, la longueur de ce circuit qui n'est pas élémentaire est de longueur 7. Remarque. Oui. Le circuit CFF, ouais, je dis dans la boucle 3 fois. Ada. Oui, monsieur. Ada. Oui, oui. Donc, on a dit, déjà, il faut revenir que, on a dit, souvenez-vous, une boucle est un circuit de longueur 1. D'accord? Oui. Très bien. Donc, si on a compris ça, donc je suis sur C, je pars vers F. De F, je pars vers F. C'est vrai, ne restez pas antimétrodiche, ne mettez pas dans votre tête, c'est que vous êtes sur une place, vous restez sur place. Donc, si on a une boucle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, on va prendre ce chemin-là. OK? C'est une boucle quand même. Donc, on va la compter, on n'a pas le choix. Donc, de C vers F, une arête. De F vers F, pas arrête, c'est des arcs. De F vers F, c'est un arc, donc je le prends. De F vers F, c'est une troisième fois. Donc, un arc, 2 arcs et 3 arcs. De longueur 3. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. Ne mettez pas dans votre tête, c'est-à-dire, on est sur la même place, et pourquoi il y a une arête? Non, le graphe, il est comme ça. Oui. OK? Oui. Très bien. Remarque très importante. Monsieur. Oui. Le chemin peut être un circuit. Un chemin peut être Un circuit peut être un chemin. un circuit. Ah oui, bien sûr. Tout circuit, c'est un chemin. Oh, mais la sens contraire, non. Non, oui, tout à fait. Donc, circuit, c'est quoi? C'est un chemin qui est fermé. C'est ça la différence. OK? Chemin élémentaire, c'est un chemin auquel les sommets ne sont pas dupliqués. On ne peut pas avoir le même sommet plusieurs fois dans ce chemin-là. Remarque très importante, nous, on est en train de parler ici sur les graphes orientés. On va retrouver ces définitions, c'est le même concept dans le cas non orienté. Sauf que on parle maintenant de chaîne au lieu du chemin. Dans l'orienté, on parlait de chemin. Lorsqu'il n'y a pas d'arc, il y a des arêtes. Au lieu de parler de chemin, on parle de chaîne. Et tout à l'heure, on a parlé de circuit. Maintenant, lorsqu'on a un graphe non orienté, on va parler de cycle. C'est ça la terminologie qui change. Donc, grosso modo, lorsqu'on est dans un graphe orienté, on parle de chemin et circuit. Lorsqu'on est dans un graphe non orienté, on parle de chaîne et cycle. C'est tout. Très bien. Un K-cycle est un cycle de longueur K. Lorsqu'on va dire ce cycle est de longueur K, on va le représenter par 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, etc. Le 3 cycles, dans la littérature sur la théorie des graphes, le 3 cycles, on va l'appeler triangle. Et un graphe qui n'a pas de cycle est dit acyclique. Il n'y a pas de miracle. Donc, si un graphe ne possède pas de cycle, il est acyclique. Existence d'un cycle dans un graphe non orienté. Si G est un graphe vérifiant le delta G est supérieur ou égal à K et K est supérieur ou égal à 2, alors G contient un cycle. Si 2 plus G est simple, c'est-à-dire il n'y a pas de boucle, il n'y a pas d'arrêt parallèle, G
Donc, on a la notion de cycle, c'est-à-dire point de départ est égal à point d'arrivée, mais on peut avoir des sommets qui se répètent. Par exemple, je pars de A vers D, vers B plutôt, de B vers D, de D je prends E, et de E vers B, une autre fois B, et je reviens sur A. Donc, c'est un cycle non élémentaire de longueur 5. On a besoin d'une autre définition. On appelle distance entre deux sommets distincts. Si je prends deux sommets distincts, on parle, donc on appelle distance entre deux sommets distincts la longueur du plus petit chemin ou chaîne. Lorsqu'on est dans un graphe orienté, c'est chemin. Lorsqu'on est dans un graphe non orienté, chaîne, qui les relie. Donc, si je prends par exemple A et C, donc de A vers C, comment je passe? Donc, je peux passer par exemple de A vers B, vers E, vers G, vers H, vers C. Je peux prendre A, B, C. Je peux prendre A, D, F, H et C. Donc, on appelle distance entre deux sommets distincts la longueur du plus petit chemin. Donc, le plus petit chemin qui mène de A à C, c'est celui-là, A, B et BC. Est-ce que vous êtes d'accord? Les autres, c'est 3. Donc, maintenant, cette notion de distance, on ne va pas compter la longueur réelle entre deux sommets. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre A, par exemple, c'est là où il y a d'Alger, combien de kilomètres vers Sétif et de Sétif vers C. Non, on n'est pas dans ce cas-là. Ce cas-là, on va parler après, dans un autre chapitre. Là, la longueur de n'importe quel arc ou de n'importe quelle arête, c'est toujours 1. La distance qui relie dans ce chapitre-là, la distance qui relie deux sommets, elle est toujours une seule unité. Les graphes avec les distances, on va les appeler graphes valués, c'est-à-dire ou la étiquetés. Donc, c'est-à-dire, sur l'arc, on va donner un poids. Ça, c'est autre chose. Dans ce chapitre-là, chaque arc, chaque arête, orienté, non orienté, l'arc représente une seule unité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans ce chapitre-là, on est en train de parler, il faut combien de stations passer par, il faut combien de sommets, je passe par combien de sommets pour arriver à un sommet déterminé. C'est ça ce qu'on veut dans ce chapitre-là. La distance pour chaque sommet, on va la voir dans un autre chapitre. Donc, sa distance, on a dit, entre deux sommets distincts, c'est la longueur du plus petit chemin ou la chaîne qui les relie. La deuxième définition, la plus grande distance entre deux sommets est le diamètre du graphe. La plus grande distance entre deux sommets est le diagramme du graphe. Donc, si on prend deux stations et on va compter combien de sommets on va passer, bien sûr, on va passer une fois, on ne va pas passer plusieurs fois parce que ça ne se termine jamais, surtout dans le cas de graphes non orientés. Donc, sur combien de sommets je vais passer pour arriver à une distinction, à un sommet donné. La plus grande distance, c'est la distance du graphe. Donc, la distance entre A et C, dans ce cas-là, ça donne l'aléa. Le diamètre, c'est 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. On passe maintenant à une notion très importante qui est la connexité. Quelqu'un qui a posé une question.
J'ai pas vu ce que vous avez écrit, l'équipe. Et il y a des gens qui veulent entrer. On a numéroté les couleurs. J'ai pas vu ce... Ah, ok. Non, mais je suis allé. Bon. Très bien. Allez. Je reviens sur la notion de connexité. Définition, c'est G contient une chaîne U jusqu'à V. Alors, U et V sont dits connectés. Connecté, ça veut dire quoi? Il y a un chemin qui va nous mène du sommet U vers un sommet V. Un graphe non orienté et connexe, c'est pour deux sommets distincts, X et Y, il existe une chaîne reliant X à Y. Donc c'est très important. On a déjà vu en cours, sur un exemple donné, on avait un graphe qui n'est pas connecté, c'est-à-dire il est sur deux dessins différents, il n'y a pas de lien, donc on va voir juste un exemple. Donc, si G contient une chaîne U vers V, alors U et V sont dits connectés. Maintenant, un graphe non orienté et connexe, si pour deux sommets distincts, si je prends n'importe quel deux sommets distincts, il y a une chaîne qui lie X à Y. Donc, comme vous voyez ici, ce graphe-là, il est connexe. Pourquoi? Parce que si je prends F et je veux aller à E, il y a une chaîne qui nous mène de F vers E. De D vers A, il y a une chaîne qui nous mène de A vers F. Par contre, si je rompe maintenant ces quelques liens, ça c'est un autre graphe. Est-ce que je peux aller de E vers A, par exemple? Non. Est-ce que je peux aller de C vers D? Non. Donc ce graphe-là n'est pas connexe. Donc c'est très simple, il n'y a pas de miracle dessus. Ah, maintenant on passe à la composante connexe. Une composante connexe d'un graphe non orienté, G, est un sous-graphe. G bar, la G' de G, qui est connexe, cette composante connexe, c'est un sous-graphe. Qui est connexe, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre tous les sommets qu'on a pris, et maximal. Ça veut dire quoi maximal? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre sous-graphe qui contient cette composante. Donc, une composante connexe, c'est quoi? C'est un graphe, dans un graphe non orienté, c'est un sous-graphe connexe, c'est-à-dire les sommets que j'ai pris, ils sont connexes, c'est-à-dire il y a toujours des liens entre ces sous-sommets-là, c'est un ensemble de sommets, et maximal. Maximal, c'est-à-dire ce que j'ai pris, on ne peut pas, il n'y a pas quelque chose qui est tahtaouih. Il est maximal. Donc, aucun autre sous-graphe connexe de G ne contient G bar. Le nombre de composantes connexes d'un graphe G est noté KG. Donc, le nombre de composantes, j'ai combien de composantes connexes? On va le représenter par KG. Un graphe G est connexe si et seulement si K de G est égal à 1. Si on a K de G est égal à 1, on a une seule composante connexe. C'est-à-dire on a un graphe auquel tous les sommets on peut les passer d'un sommet à un autre. Prenons un exemple. Ça, c'est un graphe qui est connexe. Pourquoi connexe? Parce qu'on peut passer de n'importe quel sommet vers un autre. Par contre, si je prends maintenant celui-là et je vais enlever quelques arêtes, donc on a un graphe qui n'est pas connexe parce qu'on ne peut pas passer de E vers F, ni de E vers A, ni de B vers C, ni de D vers E, donc il n'est pas connexe. Par contre, il contient trois composantes connexes. Pourquoi trois composantes connexes? Parce que c'est un graphe, ce qu'on a, composante connexe. C'est un composante connexe, il est connexe, les sous-graphes avec les dynamiques connexes, et maximal. Donc, regardez, entre B et D, il y a une relation, c'est-à-dire il est complet si vous voulez, mais on ne peut pas avoir BD quelque chose dans quelque chose. Le E, il est à part, c'est-à-dire c'est un sommet isolé, et AFD, c'est une composante connexe. Pourquoi? Parce que les sommets
on peut aller d'un sommet à un autre, de n'importe quel sommet vers un autre, et ces composantes-là, ces sommets-là plutôt, ne peuvent pas être dans une autre composante. Donc, elle est de base, c'est-à-dire. Donc, ce graphe-là, c'est pas celui-là, ce graphe-là, c'est un graphe qui n'est pas connexe, il comporte 3 composantes connexes. Est-ce que vous avez compris cette notion-là? Oui. Donc, c'est quoi une composante connexe? C'est un sous-graphe, G', qui est connexe, premièrement. Connexe, ça veut dire dans le sous-ensemble des toits avec les sommets. On peut passer de n'importe quel nœud vers un autre. Deuxième chose, c'est que elle est maximale. Le sous-graphe, la composante, elle est maximale, c'est-à-dire on ne peut pas mettre ce sous-graphe-là connexe qu'il ne contient pas, c'est-à-dire on ne peut pas mettre dans une autre, il ne contient pas une autre. Ok? Donc c'est comme si il est de base. Si on va lui ajouter quelque chose, donc c'est pas bon. Si on lui enlève quelque chose, la même chose, c'est pas bon. C'est bon, Hadi. Connexité des graphes orientés. Ça, jusqu'à présent, on a parlé de connexité ou de composantes connexes dans le cas non orienté. Dans le cas orienté, on ne parle pas de connexité, on parle de fortement connexe. Un graphe fortement connexe. Donc, dans un graphe non orienté, on parle de connexité ou la composante connexe. Dans un graphe orienté, on parle de connexité, mais graphe fortement connexe. Un graphe orienté et fortement connexe, c'est pour tous deux sommets distincts, UV, et il existe un chemin de U vers V et un chemin de V vers U. Donc, dans le graphe non orienté, on parlait de connexité lorsqu'il y a un chemin entre deux sommets distincts. Dans un graphe orienté, on parle de la notion fortement connexe. Fortement connexe, ça veut dire si je prends deux sommets quelconques, il y a un chemin qui nous mène de U vers V et inversement, un chemin de V vers U. Donc, on va voir cet exemple-là. G1 est fortement connexe. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut aller de n'importe quel sommet vers un autre et de l'autre vers le premier? Donc, si je prends par A et B, deux sommets quelconques, je peux aller de A vers C et de C vers B. Donc, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a un chemin de retour? Oui, il y a un autre chemin de retour. B vers A. Très bien. On va voir de A vers C. Est-ce qu'on peut aller de A vers C? Oui, on a un chemin de A à C. Est-ce qu'il y a un chemin de C vers A? Ah, on va voir. Donc, C vers B et B vers A. Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a un chemin de A à D et de D à A? De A à D, on le voit ici par cet arc-là. De D vers A maintenant. D vers C, C vers B et B vers A. Donc, ce graphe-là, il est fortement connexe. On va voir maintenant celui-là. C'est les mêmes sommets auxquels on a changé un petit peu les arcs, les orientations des arcs. Est-ce qu'on peut aller de A vers B? Oui, on peut aller de A vers B. Est-ce qu'on peut aller de B vers A? Donc, de B vers A. Donc, de B vers C. Mais C, je ne peux pas aller nulle part parce que j'ai deux arcs entrants. Donc, ce graphe n'est pas connexe. Elle n'est pas fortement connexe plutôt. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est bon, Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, lorsqu'on est dans un graphe non orienté, on parle de connexité. Et lorsqu'on est dans un graphe orienté, on parle de fortement condensation, de fortement connexe. Fortement connexe dans un graphe orienté. Si je prends deux sommets quelconques, il faut un chemin entre U, V et un autre chemin de V vers U. Connexité des graphes orientés.
Donc, maintenant, dans un graphe non orienté, on a parlé de composantes connexes. Souvenez-vous, dans un graphe non orienté, on parlait de composantes connexes. Dans un graphe orienté, on va parler de composantes fortement connexes. Donc, une composante fortement connexe d'un graphe orienté G, c'est la même définition, est un sous-graphe G' de G qui est fortement connexe. Fortement connexe, on a vu tout à l'heure la définition. Et maximal. Maximal, c'est-à-dire aucun autre sous-graphe fortement connexe de G ne contient G bar. G'. C'est la même chose. Allez, prenons ce cas-là. Regardez. Ce graphe qui est orienté. On va prendre par exemple le chemin allant de A jusqu'à G. Donc on a un chemin qui va de A vers G. A de B, B vers C, C vers F, F vers H, H vers G. Est-ce qu'il y a un chemin de G vers A? Donc G, je pars de G, je me retrouve sur F. Le F, c'est un sommet qui a 3 arc entrant et un autre arc qui passe vers H. Donc, je ne peux pas aller de G vers A. Donc, ce graphe n'est pas fortement connexe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va se bloquer sur le F. Très bien. La première idée maintenant, il existe un chemin entre A et G, mais pas un chemin entre G et A. La première constatation, donc on va avoir A et G ne seront pas dans la même composante. On va voir autre chose. On a un chemin de A vers B. De A vers B. Et est-ce qu'on a un chemin de B vers A? Donc, de B vers A, oui, on a un chemin de B vers A. Donc, A et B, sûrement, ils seront dans la même composante. On a, par exemple, je prends A et C. A et C, il y a un chemin entre A et C, donc je pars de A vers B et de B vers C. Est-ce qu'il y a un autre chemin qui mène de C vers A? Donc, je pars de C vers A directement. Donc, il y a un chemin de A à C. Donc, sûrement, s'il y a un chemin de A vers C et de C vers A, donc ces deux sommets-là, ils seront dans la même composante connexe. Et la même chose pour les autres, de A et D et DA. OK? Donc, on va avoir une composante fortement connexe entre A, B, C et D. Pourquoi une composante fortement connexe? Parce qu'il y a un chemin entre chaque deux sommets, de A vers B, de B vers A, de A vers C, de C vers A, de A vers D et de D vers A. On a une autre composante connexe qui est G, H et F. Pourquoi c'est une composante connexe? Fortement connexe, pas connexe, fortement connexe. Parce qu'il y a un chemin qui mène de G vers H et de H vers G. Il y a un chemin qui mène de G vers F et un autre chemin qui va de F vers G. Donc, c'est une autre composante connexe. Et on a une troisième composante connexe qui est un nœud à part qui ne va nulle part. OK? Est-ce que vous avez suivi ce qu'on a fait? Donc, Oui. ce graphe-là n'est pas fortement connexe parce qu'on a trouvé deux sommets plutôt, auxquels ils ne sont pas reliés. Parce qu'on va dire reliés, c'est-à-dire il y a un chemin du premier vers le deuxième et du deuxième vers le premier. Donc c'est bon. Si on trouve un couple auquel il n'y a pas un chemin dans les deux sens, on peut décider, ou bien on peut conclure que le graphe n'est pas fortement connexe. Maintenant, on va chercher les composantes fortement connexes. Monsieur. Donc on a, oui. Est-ce que مدير الأ ما كانش chemin là? DA, oui. DA. D, voilà, D. D, هذا. D vers B, B vers C, C vers A. Ah oui, oui, monsieur.
D, B, C, A. OK? Donc, on a vu que le graphe n'est pas fortement connexe. Après, on a cherché les composantes connexes, fortement connexes. Donc, lorsqu'on a deux sommets on trouve deux sommets, on prend deux sommets quelconques, et on va voir que ces deux sommets-là sont reliés entre eux, dans les deux sens, on va dire que ces deux sommets-là, ils font partie de la même composante connexe. Et ainsi de suite. Donc, on a pris A et B, on a trouvé qu'il y a un chemin, AC, AD, etc. Donc, les quatre, ils font partie de la même composante connexe. La même chose pour F, G, H. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que dans un graphe orienté, chaque sommet appartient exactement à une composante connexe, fortement connexe. On ne peut pas trouver, par exemple, un sommet dans un graphe orienté, on ne peut pas trouver un sommet qui fait partie d'une composante et en même temps d'une autre composante. Non, chaque sommet fait partie d'une composante et exactement une composante. Ok, on va voir et on va terminer avec ça, parce que les 19h17. Comment trouver les composantes fortement connexes ou la composante connexe normale. Donc on va prendre un exemple. On va utiliser un algorithme qu'on va le voir après, la séance prochaine, Inch'Allah, qui est le parcours en profondeur, qui m'a les arbres. Souvenez-vous, donc on a vu sur les arbres le premier semestre, lorsqu'on a un arbre, on a vu comment le parcourir, racine gauche-droite, droite racine gauche, gauche-droite racine, etc. Dans un graphe, on a en général deux parcours, parcours en profondeur et parcours en largeur. On va utiliser le parcours en profondeur pour désigner les composantes fortement connexes pour ce graphe orienté. Ok, on va commencer par un nœud. Là, un sommet, quelconque, peu importe. Moi, j'ai pris le H. De H, je peux aller où? Je peux aller vers G, j'ai pas le choix. Je ne peux pas aller vers B ni vers D. Donc, je peux aller vers G plutôt. Très bien. De G, je peux aller où? J'ai pas le choix, je peux aller vers F. Donc, je vais prendre ce chemin-là. De F, je peux aller où? A. Le F, il va m'amener vers le G. Et le G, il est déjà noté, ou déjà colorié, je ne vais pas utiliser colorié pour ne pas avoir l'ambiguïté avec ce qu'on a fait auparavant. Donc, à chaque fois que je passe par un sommet, je vais le noter. C'est-à-dire, je vais noter que je suis passé par H. Après, j'ai pris l'arc HG. Je tombe sur le sommet G. Donc, je vais noter que je suis passé par G. De G, je passe vers F. Je vais noter que je suis passé par F. Maintenant, de F, est-ce que je peux explorer quelque chose d'autre que ce que je suis passé, auquel je suis passé? Non, je suis plugué. Donc, je vais mettre le F dans une pile, si vous voulez. Donc, on a capturé tous les sommets de la composante connexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que F, G, c'est une composante connexe, fortement connexe, oui ou non? Et en même temps, regardez, il y a un lien, un débordement. Là, c'est pas ça. On va voir que la première composante, c'est pas ça. La première composante, c'est H. La première composante, c'est H. Et on a débordé sur une autre composante qu'on va avoir après, FG. Le H, regardez, il y a une seule sortie et on a des entrées. Est-ce que, la question qui se pose, est-ce que H, G et F, c'est une composante fortement connexe? Non, monsieur. Ah, non. Une composante fortement connexe, c'est-à-dire si on prend deux sommets quelconques, il y a un chemin qui mène de n'importe quel sommet vers un autre. Je ne peux pas aller de H vers G et je reviens. Je ne peux pas aller de H vers F et je reviens. Je peux aller de H vers F, mais je ne peux pas revenir de F vers H. Donc, sûrement,
le H et le GF, ils font pas partie de la même composante connexe. Donc H, c'est une composante connexe. Par contre, on a débordé sur une autre composante connexe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que F et G, c'est une composante connexe? Je peux aller de G vers F et je peux aller de F vers G. Et je ne peux pas aller plus loin que ça. Parce que là, c'est un arc rentrant et là, c'est un arc rentrant et là, c'est un arc rentrant. Donc, c'est une autre composante connexe. C'est bon? Lorsque je suis bloqué, je reviens. J'ai fait ce trajet-là, puis ce trajet-là. Donc, j'ai noté H le premier, que je suis passé par H, je suis passé par G, je suis passé par F. De F, j'ai un seul chemin, il va m'amener vers G, mais le G, il est déjà noté. Donc, lorsque je suis bloqué, je vais mettre le dernier sommet que je l'ai traité dans une pile. Allez, vous voyez ici. Et je reviens sur mes pas. Je reviens sur le dernier sommet que j'ai utilisé. C'est le G. Maintenant, de G, est-ce que je peux aller quelque part? Vers F, c'est pas possible parce qu'il est noté. Vers E, c'est pas possible. Vers le D, c'est pas possible. Et vers le H, je ne peux pas. Même si je peux aller, il est déjà noté. Donc, je suis bloqué. Donc, je vais mettre le G dans la pile. Il est dans la pile. Et je reviens sur mes pas. Qui m'a mené ici vers le G, il m'a mené ce chemin-là. Donc, je reviens dessus. H, de H, est-ce que je peux aller plus loin? Vers B, c'est pas possible. Vers D, c'est pas possible parce que c'est des arcs entrants. Vers le H, c'est déjà noté. Donc, la même chose, le H, je vais le mettre dans la pile. C'est bon. J'ai traité ce sous-graphe, si vous voulez. Il faut maintenant choisir un autre sommet. J'ai pas le choix. Donc, je vais prendre un autre sommet. Je vais prendre, par exemple, le C. Et je vais faire la même chose. Je vais prendre un chemin. Je vais aller de C, je peux aller vers E, comme je peux aller vers le D. Par exemple, j'ai choisi d'aller vers E. J'aurais pu utiliser le D, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai choisi d'aller vers le E. Donc, je suis arrivé vers E, je vais faire la même chose. De E, je peux aller où? Je ne peux pas aller vers le G parce que le G, il est déjà noté. Je ne peux pas aller vers le D parce que c'est un arc entrant. Donc, je vais mettre le E dans la pile et je reviens sur mes pas vers le C. Donc, je reviens sur le C et je vais voir est-ce que je peux explorer d'autres pistes. De C, est-ce que je peux aller vers le A? Non, c'est pas possible. Mais je peux aller vers le D. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Donc, je pris de C vers le D. Très bien. De D, le D, c'est un sommet qui a 4 voisins. Le E, le G, le H et le B. Je ne peux pas aller vers le E parce que le E, il est déjà noté. Je ne peux pas aller vers le G parce que le G, il est déjà noté. Je ne peux pas aller vers le H il est déjà noté. J'ai une seule proposition, c'est d'aller vers le B. Et je vais prendre ce chemin-là. Très bien. De B, je peux aller ou bien vers le H, mais c'est pas possible parce que le H, il est déjà noté. Donc, je vais aller vers le A. Très bien, je vais prendre ce chemin-là. De A, je ne peux pas revenir vers le B parce que le B est déjà noté. Je ne peux pas aller vers le C parce que le C, il est déjà noté. Donc, je vais mettre le A dans la pile et je reviens sur mes pas. Donc, je reviens sur mes pas. Qui m'a mené vers le A, c'est le B. J'essaie d'exploiter le B. Est-ce que je peux aller de B, explorer d'autres pistes? Non, c'est pas possible. Donc, je suis bloqué. Donc, le B, je vais le mettre dans la pile. Qui m'a fait passer vers le B? C'est le D. Donc, je reviens sur mes pas vers le D. J'essaie de prendre une autre piste de D. Toutes les pistes me mènent sur un sommet qui est déjà colorié. Donc, il est déjà noté. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais mettre le D sur dans ma pile. Qui m'a fait passer vers la station, là, le sommet D? C'est le sommet C. Donc, je reviens sur mes pieds vers le C. J'essaie d'explorer d'autres pistes. De C, je ne peux pas aller vers le E parce que le E, il est noté. Je ne peux pas aller vers le D, il est noté. Donc, je suis bloqué. Donc, je vais mettre le C
sur, dans ma pile. J'empile le C. Et qu'est-ce que vous voyez? On est passé par tous les sommets du graphe. On a parcouru un graphe. C'est bon pour le parcours Ada? Oui. Oui, monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On a terminé une partie recherche des composantes fortement connexes. Donc, la première étape, c'est parcours en profondeur. Donc, on a parcouru tous les sommets. On est passé par tous les sommets. OK? C'est bon. Et on a mis, à chaque fois qu'il y avait un blocage sur un sommet, on l'a mis dans une pile. Voilà? Donc, fin de la première étape. Deuxième étape, pour trouver les composantes fortement connexes, on va inverser tous les sommets, tous les arcs. On a un arc de A vers C. On va inverser cet arc-là, on va mettre un arc qui va de C vers A. On a un arc qui va de B vers A. On va l'orienter de A vers B. On a un arc de A vers B. On va l'orienter de B vers A. On a un arc de D vers G. On va mettre un arc de G vers D. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir ça. Regardez. Par exemple, on va voir, juste pour vérifier. Ici, on a un arc de C vers A. Et on a un arc de A vers C. Et ainsi de suite pour les autres. Aïe. Où sera la deuxième étape? On nous a dit, faites la même chose, ce que vous avez fait dans la première étape, mais cette fois-ci, il faut prendre l'ordre qui est donné dans la pile. Donc, il faut maintenant commencer par le premier élément de la pile, c'est le sommet de la pile. Donc, on va commencer par le C. Très bien. C'est bon, on a pris le C. On va faire la même chose. Donc, j'ai le choix entre aller vers A, aller vers E. J'ai pas d'autre choix parce que les autres, c'est des arcs entrants. Donc, je prends par exemple le A. J'aurais pu utiliser l'autre arc. J'aurais pu utiliser l'arc qui va de C vers A. Donc, j'ai pris cette supposition. Donc, de C vers A, de A, où je peux aller maintenant. De A, je peux aller uniquement vers B. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Très bien. De B, je peux aller où? Je ne peux pas retourner vers A parce que A, il est déjà noté. Je ne peux pas aller vers H parce que de B vers H, c'est un arc entrant cette fois-ci. Donc, j'ai un seul choix, c'est d'aller de B vers D. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Très bien. De D, où je peux aller? De D, je peux aller sur un seul arc, qui est le C. Mais le C, il est déjà noté. Donc, c'est bon, je m'arrête sur ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Non, plutôt. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? D, D, on a, c'est pas possible d'aller vers le C. Donc, je reviens sur mes pas pour voir est-ce que je peux exploiter d'autres pistes. Donc, je reviens sur le B. Est-ce que dans le B, je peux exploiter d'autres sommets? Non, parce que de B vers A est déjà colorié. Donc, je reviens sur mes pas vers le premier sommet. A. De A, je ne peux pas aller plus loin. Je reviens sur mes pas sur C. De C, maintenant, j'ai un autre choix, d'aller vers le E. Donc, je vais l'exploiter. Très bien. Donc, je suis sur le E, où je peux aller vers le E. Donc, je peux aller prendre cet arc-là, mais cet arc-là, si je le prends, je reviens sur un sommet qui est déjà noté. Donc, je ne peux pas faire ça. Vers le G, c'est pas possible parce que j'ai un arc entrant. Le troisième choix, c'est de prendre l'arc qui va vers le D. Mais le D, il est déjà noté. Donc, je m'arrête. Et qu'est-ce que vous remarquez par rapport à tout à l'heure? Tout à l'heure, on a dit, souvenez-vous, avec ici, souvenez-vous, sur l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit ici?
on a dit, on a trouvé ici une composante fortement connexe, mais on déborde, c'est-à-dire il y a une flèche qui va vers une autre composante connexe. Donc l'algorithme Hadaya de recherche des composantes connexes, lorsqu'on a terminé la première partie, on a inversé les arcs pour ne pas avoir ce problème-là. Donc, ici, dans le premier parcours, on avait trouvé H, parce que H, on ne peut pas aller plus loin, mais on débordait, à cause de cette flèche-là, on débordait sur une autre composante connexe. Ici, on n'a pas ce problème-là maintenant. Regardez. Tac, 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 tac. Lorsqu'on arrive ici, on a capturé maintenant, regardez, on a capturé cette composante connexe, mais on ne déborde pas, parce qu'on n'a pas un lien vers une autre composante connexe. Donc, lorsqu'on va revenir ici, vous allez voir la même chose, parce qu'on a commencé tout à l'heure avec cet exemple-là. Donc maintenant, on revient, il n'y a pas, il n'y a rien, et ce qu'on a noté, c'est une composante connexe. Là, c'est bon, lorsqu'on se bloque, tout ce qu'on a utilisé comme sommet, on est passé par ces sommets-là, c'est une composante connexe. On continue. C'est bon, on va maintenant prendre H. Le sommet de la pile, c'est H maintenant. On va prendre le H. De H, je vais aller où? Je ne peux pas aller vers le B parce que le B, il est déjà noté. Je ne peux pas aller vers le D, il est déjà noté. Et par contre, maintenant, je n'ai pas un arc qui va de H vers le G. C'est entrant, on a inversé. C'est le but d'ailleurs. Donc, on a trouvé une autre composante connexe qui est le H. C'est bon, le sommet de la pile maintenant, c'est G. On va commencer de G. On peut aller où avec le G? On peut aller vers le E, mais ce n'est pas possible parce qu'il est déjà noté. On peut aller vers le D, mais ce n'est pas possible, il est déjà noté. Et on peut aller de G vers H, mais c'est déjà noté. OK? Donc, il me reste un seul choix. Maintenant, de G, je peux aller vers F. Et de F, je peux aller où? De F, je peux aller nulle part, parce que le F, j'ai un autre A qui, mais cette fois-ci, il me mène vers le G. Mais le G, il est déjà noté, il est déjà colorié. Donc, c'est bon, on a trouvé la dernière composante connexe, qui est GF. Et c'est bon. Donc, on a 3 composantes fortement connexes pour ce graphe-là. Donc, la première composante fortement connexe, c'est ACBDE. Donc, on peut voir qu'on peut aller d'un sommet à un autre. A de B, on va voir par exemple IF, de A vers B, de B vers D, et de D vers C, et de C vers E. Est-ce qu'il y a un chemin de retour? De E vers C et de C vers A. Très bien. De B, par exemple, vers E. Donc, de B vers A, par exemple. De A vers B et B vers E. Oui. De B vers E, la même chose. Tac, tac, tac. Et inversement. Tac, 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 tac. Et ainsi de suite. C, le H, c'est un seul nœud isolé plutôt. Donc, il n'y a rien. Et de GF, on peut aller de G vers F et de F vers G. Donc, on a capturé tous les composantes connexes, fortement connexes de ce graphe-là. Donc, on s'arrête là. Et on va revoir cet algorithme en détail aussi lorsqu'on vient sur le parcours d'un graphe. Donc, on va voir le parcours en largeur, le parcours en profondeur. Dans cet algorithme-là, on a utilisé l'algorithme de parcours en profondeur pour trouver les composantes forcément connexes. Donc, l'idée générale de ce qu'on a vu, c'est que on a la connexité, on a un graphe connexe lorsqu'il y a un chemin qui mène de n'importe quel sommet vers n'importe quel sommet. Ben, ça, c'est dans le cas non orienté. Dans le cas orienté, on parle de fortement connexe, graphe fortement connexe. Quand est-ce qu'il y a cette notion-là? Lorsqu'on a un chemin entre deux sommets, si je prends deux sommets, il y a un chemin de A vers B et de B vers A.
s'il y a un chemin qui mène du premier sommet vers le deuxième et on n'a pas de retour, donc on va parler de graphe qui n'est pas fortement connexe. On cherche, on a parlé après de la notion de composante fortement connexe. Lorsqu'on parle de composante fortement connexe, c'est une composante, c'est un sous-graphe auquel, si je prends n'importe quel deux sommets, il y a un chemin entre un sommet et un autre, dans les deux sens. Ok? On a vu après un exemple, comment trouver maintenant ces composantes fortement connexes. Pour trouver ces composantes fortement connexes, on a utilisé un algorithme bien déterminé qui utilise le parcours en profondeur. Le parcours en profondeur, c'est très facile. On commence par n'importe quel sommet, on prend une piste, on explore. Si je suis bloqué sur un sommet, donc je vais revenir. On n'est pas en train de parler ici de la composante fortement connexe, on est en train de parler du parcours en profondeur. Si je suis bloqué sur un sommet, donc je reviens sur le sommet précédent et j'exploite d'autres pistes s'il y en a. S'il n'y en a pas, bien sûr, je reviens sur le sommet précédent et ainsi de suite. Si je suis bloqué, comme ce cas-là par exemple, je suis bloqué quelque part, je prends n'importe quel autre sommet et je fais la même chose. Okay? Dans la recherche des composantes fortement connexes, on fait la même chose. Dès qu'on est bloqué sur un sommet, on va le mettre dans une pile et je reviens sur mes pas, faire la même chose. Est-ce que ce sommet-là, je peux explorer d'autres pistes? Non, je vais le mettre dans la pile, ainsi de suite, jusqu'à passer par tous les sommets. Ça, c'est la première partie de la recherche des composantes fortement connexes. Deuxième partie, on nous a demandé de changer le sens de chaque arc. Ok? On change les arcs et on fait les sommets qui sont dans l'ordre donné par la pile. Donc on prend par le sommet de la pile et on va commencer à explorer les chemins avec ce sommet-là de départ. Si on arrive sur un sommet bloqué, c'est-à-dire on n'a pas un chemin qui nous mène à quelque part, on revient sur nos pas, on revient sur nos pas. Si on trouve une solution, donc on va prendre cette solution-là. Si on ne trouve pas, on revient sur nos pieds et sur nos pas plutôt. Et si on est bloqué, donc on a trouvé une composante connexe, fortement connexe. Donc c'est bon. Tous les sommets qu'on est passé dessus, ils font partie de la même composante fortement connexe. C'est bon. On passe maintenant, on va prendre un autre sommet de départ. On va trouver bien sûr qui est sur le sommet de la pile et on fait la même chose. Donc la même chose. Et donc dans ce cas-là, on a trouvé une composante connexe qui contient un seul élément et la même chose pour le dernier. Ok, c'était ça. La prochaine fois, on va terminer ce qu'on a. Et si on n'avait pas de questions, donc ça s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, l'étape l'oula. Ah? L'étape l'oula. La première étape, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'elle a? باش نوبيليو هذيك فلابيل مع الاول نروحو احنا من الاش للجي ابري ما لقيناش نوتر شومان احنا للجي للاف كاع ولينا للجي اون با تروفي نوتر شومان دونك نعاودو نولو الاولانيه ما لقيناش نوتر شومان دونك اون فا امبيلي لو اف هكا. C'est ça. Donc on a pris le H, on a choisi de commencer par H, on aurait pu utiliser n'importe quel sommet.
Donc Oui. de H vers le G. De G, on n'avait pas le choix. On avait un seul choix, c'est d'aller vers le F. Le F, on a plus de choix maintenant. Le seul choix, c'est de revenir vers le G. Et le G, il est déjà noté. Donc lorsqu'on est sur cette situation-là, on va empiler, si vous voulez, le sommet qu'on est bloqué dessus. Et on revient sur le sommet précédent. Donc on va mettre F dans la pile. Et on revient sur le G. Donc je suis revenu sur le G. Le G, donc je ne peux pas aller plus loin. Le F, il est déjà noté. Et le H, je ne peux pas aller parce que j'ai un arc entrant. Donc la même chose, je vais mettre le G dans la pile. Et je reviens sur le sommet qui m'a mené vers le G. C'était le H. Reviens sur le H. Le H, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai une seule piste à prendre, les HIA, de H vers le G. Le G, il est déjà noté. Donc, je vais mettre le H, parce que je ne peux pas aller plus loin, dans la pile. Et c'est bon. Le H, je suis bloqué maintenant. Qu'est-ce que je devrais faire? Je prends n'importe quel autre sommet pour passer dans tous les sommets. J'ai pris le C, ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Sinon, on s'arrête là. C'est bon? Allez, je vous remercie. Merci. Allez, Merci, monsieur. allez, voilà.